Intimement mais engageant. Varié pacing, slow pour émotionnelle révélation, modéré pour narratif, slight urgence durant confrontation. Et terminer chaque section question avec genuine curiosité, invitant réponse. Sondler Somme Trust qui veut connecter, non juste telle une histoire. Le jour où j'ai compris que ma belle-fille avait jeté le cahier de recettes de mon arrière-arrière-grand-mère, mes jambes ont cessé de me porter. Je me suis retrouvée assise sur le carrelage froid de la cuisine, celui-là même que mon mari Henri avait posé de ses propres mains 40 ans plus tôt. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur, non. Mon cœur avait déjà été brisé 3 ans auparavant, quand Henri était parti, emporté par ce cancer foudroyant qui ne lui avait laissé que 4 mois. Ce qui s'est brisé ce jour-là, c'était ma confiance. Ma confiance en cette femme que mon fils avait choisie, ma confiance en l'avenir de notre restaurant, ma confiance en la transmission de tout ce que nos ancêtres avaient bâti. Mais laissez-moi vous raconter cette histoire depuis le début. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé ce matin de mars, il faut d'abord que vous connaissiez ce cahier. Il faut que vous compreniez ce qu'il représentait. Je m'appelle Madeleine Roussel, née Fontaine. J'ai 67 ans et j'ai passé 50 années de ma vie dans les cuisines du restaurant La Treille Dorée à Saint-Rémy-de-Provence. 50 années à éplucher, à touiller, à goûter, à rectifier. 50 années à perpétuer des recettes qui remontaient à 1847 quand mon arrière-arrière-grand-mère Célestine avait ouvert une petite auberge sur la route qui menait à Avignon. Le cahier dont je vous parle, celui que Nathalie a jeté comme un vulgaire déchet, c'était un livre relié en cuir de chèvre, tanné par mon arrière-arrière-grand-père lui-même. Les pages étaient en papier de chiffon, épais comme du parchemin, et chaque génération de femmes de ma famille y avait ajouté ses propres recettes, ses propres annotations, ses propres secrets. L'encre avait pâli par endroits, c'est vrai. Certaines pages avaient souffert d'une inondation en 1952, quand la Durance avait débordé et envahi la cave, où ma grand-mère gardait ses trésors. Mais tout était lisible, tout était précieux, tout était irremplaçable. Ou du moins, c'est ce que Nathalie croyait. Je dois revenir en arrière, bien avant ce matin de mars. Je dois vous parler de mon fils Julien, de sa rencontre avec Nathalie, de la façon dont les choses ont lentement basculé. Parce que rien n'arrive jamais d'un coup, n'est-ce pas? Les catastrophes se construisent pierre par pierre, et nous sommes souvent trop occupés à regarder ailleurs pour voir le mur qui s'élève. Julien est mon unique enfant. Il est né en 1982, après 7 années de mariage et 3 fausses couches qui m'avaient laissé convaincue que je ne serais jamais mère. Et puis il est arrivé, ce petit être aux yeux noirs comme ceux de son père, avec des mains si minuscules que je n'arrivais pas à croire qu'elles grandiraient un jour à tenir un couteau de chef. Ses mains, elles ont grandi. Julien a appris à cuisiner à mes côtés, puis aux côtés de son père qui gérait la salle avec une élégance naturelle que je n'ai jamais possédée. À 20 ans, Julien était capable de préparer seul notre daube provençale, celle dont la recette originale avait été créée par Célestine elle-même et perfectionnée par 5 générations de femmes avant moi. Est-ce que vous avez déjà goûté une vraie daube provençale, mes amis? Pas celle des restaurants pour touristes, non. Une vraie daube, préparée avec du vin rouge de la vallée du Rhône, du bœuf mariné pendant 24 heures, des carottes du jardin, des olives noires de Nyons, et ce mélange d'épices que Célestine avait rapporté d'un voyage à Marseille et dont elle n'avait jamais révélé la composition exacte à personne d'autre que sa fille. Ce mélange, il était noté dans le cahier. 7 épices dosées au gramme près. 7 épices qui transformaient un simple ragoût en une symphonie de saveurs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un plat de famille qui vous fait cet effet-là. Un plat qui, dès la première bouchée, vous ramène à l'enfance, à la table de vos grands-parents, au dimanche d'été où le temps semblait suspendu. Je m'égare un peu, pardonnez-moi. Les vieilles femmes ont tendance à se perdre dans leurs souvenirs, surtout quand ces souvenirs sont douloureux.
Julien a rencontré Nathalie en 2015. Elle était venue à Saint-Rémy pour un week-end entre amis et elle avait poussé la porte de la Treille Dorée un samedi soir de juin. Je me souviens parfaitement de ce soir-là. La chaleur était écrasante, même après le coucher du soleil. J'avais ouvertes toutes les fenêtres de la cuisine et l'odeur des lavandes qui poussaient dans le jardin voisin se mêlait à celle de mon aïoli. Nathalie portait une robe blanche, des sandales dorées, et ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon lâche qui lui donnait l'air d'une actrice de cinéma. Elle était belle, je dois le reconnaître, vraiment belle, et elle le savait. Julien est tombé amoureux ce soir-là. Je l'ai vu dans ses yeux quand il est revenu en cuisine pour me demander de préparer un dessert spécial pour la table 7. Il avait ce regard que je connaissais bien, celui qu'Henri avait eu quand il m'avait vu pour la première fois au marché de Cavaillon en 1972. Un regard de noyé heureux. Je ne me suis pas méfiée. Pourquoi l'aurais-je fait? Mon fils avait 33 ans. Il était temps qu'il trouve quelqu'un. Et Nathalie semblait si charmante, si intéressée par notre histoire, par nos traditions. Elle posait des questions sur les tableaux accrochés au mur du restaurant, sur les photos jaunies de mes ancêtres, sur les recettes que nous servions depuis plus d'un siècle. Elle semblait fascinée. Avec le recul, je comprends maintenant que ce qui la fascinait, ce n'était pas notre histoire. C'était notre clientèle, notre réputation, notre potentiel commercial. Nathalie était consultante en marketing digital à Lyon. Elle voyait le monde à travers des chiffres, des statistiques, des pendances. Et la Treille Dorée, avec ses 40 couverts et sa carte immuable, lui apparaissait comme un diamant brut qu'il fallait polir, moderniser, rentabiliser. Ils se sont mariés en 2017. Henri était encore là, affaibli mais présent. Il a tenu le bras de son fils jusqu'à l'autel de la petite église de Saint-Rémy, et j'ai pleuré en les regardant, sans savoir si c'était des larmes de joie ou de pressentiment. Peut-être les deux. 6 mois après le mariage, Henri est parti, et c'est là que tout a commencé à changer. Mon mari avait toujours été le tampon entre moi et les idées nouvelles. Il savait me tempérer quand je m'accrochais trop au passé, mais il savait aussi défendre nos traditions quand quelqu'un voulait les piétiner. Sans lui, je me suis retrouvée seule face à Nathalie et ses grands projets de modernisation. Au début, c'était de petites choses. Des suggestions présentées comme des améliorations. Pourquoi ne pas créer un compte Instagram pour le restaurant? Pourquoi ne pas refaire le site web? Pourquoi ne pas proposer des options végétariennes? J'ai accepté certaines choses, j'en ai refusé d'autres. Mais Nathalie avait la patience d'une araignée tissant sa toile. Chaque nom que je prononçais était noté quelque part, stocké pour plus tard, utilisé comme preuve de mon archaïsme. Puis, les suggestions sont devenues des critiques. Notre carte était trop longue, nos portions étaient trop généreuses, nos prix étaient trop bas, notre décoration était démodée. Et surtout, nos recettes étaient trop compliquées, trop longues à préparer, trop coûteuses en main-d'œuvre. Je me souviens d'une conversation que nous avons eue en novembre 2019, quelques mois avant que le monde entier ne s'arrête. Nous étions dans la cuisine, après le service du midi. Julien était parti faire des courses au marché de Cavaillon. Nathalie m'avait suivie pendant que je nettoyais mes plans de travail et elle s'était appuyée contre le chambranle de la porte avec ce sourire que j'avais appris à redouter. Elle m'a dit « Madeleine, il faut qu'on parle de la daube ». J'ai continué à frotter mon plan de travail en inox, celui que j'avais acheté en 1985 et qui portait les traces de milliers de découpes. J'ai répondu « Qu'est-ce qu'elle a, ma daube ?» Elle a soupiré, de ce soupir exaspéré qu'elle réservait à mes réponses. Elle a dit « Elle prend 2 jours de préparation, Madeleine. 2 jours. Tu marines la viande 24 heures, puis tu cuis 6 heures à feu doux. C'est impossible à rentabiliser. » J'ai trouvé une recette sur Internet qui donne exactement le même résultat en 3 heures, avec un autocuiseur. J'ai posé mon éponge. Je me suis retournée pour la regarder et j'ai dit, très calmement, « Non,
Elle a levé les yeux au ciel. Elle a dit « Tu vois, c'est exactement ça le problème. Tu refuses tout. Tu t'accroches à des méthodes d'un autre siècle. Le monde a changé, Madeleine. Les gens veulent de la rapidité, de l'efficacité. » J'ai répondu « Les gens qui viennent chez nous veulent de l'authenticité. C'est pour ça qu'ils font 2 heures de route depuis Marseille ou Montpellier. C'est pour ça qu'ils réservent 2 mois à l'avance. Ils ne veulent pas une daube à l'autocuiseur. Ils veulent la daube de Célestine Fontaine. » Elle a secoué la tête. Elle a dit « Célestine Fontaine est morte depuis plus d'1 siècle. Il serait peut-être temps de la laisser reposer en paix. » Je n'ai rien répondu. Qu'aurais-je pu dire ? Pour elle, mes ancêtres n'étaient que des noms sur un arbre généalogique, des fantômes encombrants dont il fallait se débarrasser pour avancer. Elle ne comprenait pas qu'ils vivaient encore, à travers leurs recettes, à travers les gestes qu'ils nous avaient transmis, à travers les saveurs qu'ils avaient créées. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que les traditions doivent s'adapter au monde moderne ou est-ce qu'elles doivent être préservées coûte que coûte ? Je vous pose vraiment la question parce que pendant longtemps j'ai douté de moi-même. J'ai pensé que peut-être Nathalie avait raison. Peut-être que je n'étais qu'une vieille femme accrochée à un passé qui n'intéressait plus personne. Et puis, la pandémie est arrivée et tout s'est arrêté. Pendant 2 ans, la Treille Dorée est restée fermée, comme des milliers d'autres restaurants en France. 2 ans pendant lesquels je suis restée seule dans ma petite maison, à 50 mètres du restaurant, à regarder les volets clos et à me demander si nous rouvririons un jour. 2 ans pendant lesquels j'ai relu le cahier de Célestine, page après page, recette après recette, comme on lit les lettres d'un amour perdu. C'est pendant ces 2 années de solitude que j'ai pris ma décision. J'ai compris que le cahier était trop précieux pour être confié au hasard, trop fragile pour survivre aux assauts du temps, et peut-être, trop menacé par les projets de modernisation de ma belle-fille. J'ai contacté un notaire à Avignon, maître Delacroix. Je l'avais connu des années auparavant, quand il s'occupait des affaires de mon père. C'était un homme de 60 ans, discret et méticuleux, qui comprenait l'importance des patrimoines familiaux. Je lui ai expliqué ma situation, je lui ai montré le cahier, et ensemble, nous avons élaboré un plan. D'abord, la numérisation. Un photographe spécialisé dans les documents anciens est venu chez moi, un après-midi de janvier 2021. Il s'appelait Thomas, il avait des mains de pianiste et une patience infinie. Il a photographié chaque page du cahier, recto et verso, avec un appareil qui captait les moindres détails, les moindres traces d'encre, les moindres annotations marginales. 243 pages, 6 heures de travail. À la fin, j'avais sur une clé USB la totalité du savoir culinaire de ma famille, en haute résolution. Ensuite, la transcription. J'ai passé des semaines à relire les photos sur mon ordinateur, à déchiffrer les écritures de 5 générations de femmes, à transcrire chaque recette dans un document Word. Certaines étaient faciles à lire, rédigées d'une main ferme et scolaire. D'autres étaient presque illisibles, griffonnées à la hâte entre 2 services, tachées de graisse ou de vin. Mais je les connaissais par cœur, ces recettes. Je les avais faites des milliers de fois. Je pouvais combler les lacunes de mémoire. Enfin, la protection juridique. Maître Delacroix a déposé un droit d'auteur sur l'ensemble des recettes au titre du patrimoine immatériel. Nous avons également fait enregistrer plusieurs noms et formulations, comme marque déposée auprès de l'INPI. La daube de Célestine, les pieds-paquets de Mémé Rose, la tapenade de la Treille. Autant de noms qui appartenaient désormais légalement à moi et à moi seule. Je n'ai rien dit à personne, ni à Julien, ni à Nathalie. J'ai gardé ce secret comme on garde un trésor, enfoui au fond d'un coffre dont on est seul à connaître la combinaison. Je me disais que c'était une précaution, rien de plus, une assurance pour l'avenir. Je ne pensais pas avoir besoin de l'utiliser un jour. Comme j'avais tort. Le restaurant a rouvert en juin 2022. Julien et Nathalie avaient décidé de reprendre officiellement l'affaire et je leur avais cédé les parts que je détenais depuis la mort d'Henri. C'était logique, c'était naturel, c'était ce que mon fils attendait depuis des années.
Et moi, fatiguée par la solitude et le deuil, j'étais soulagée de passer le relais. J'ai continué à venir cuisiner, bien sûr. Comment aurais-je pu faire autrement? La cuisine de la Treille dorée était mon territoire, mon sanctuaire, l'endroit où j'avais passé les plus belles heures de ma vie. Mais je n'étais plus la patronne. J'étais la belle-mère, celle qu'on tolère, qu'on consulte parfois par politesse, mais qu'on n'écoute plus vraiment. Les changements ont commencé doucement. Un plat retiré de la carte ici, une portion réduite là. Des fournisseurs différents, moins chers, moins locaux. Une nouvelle nappe en plastique imitant le lin parce que les vraies nappes en lin étaient trop compliquées à entretenir. Chaque fois que je protestais, Nathalie me regardait avec ce sourire condescendant et me disait « Fais-nous confiance, Madeleine, on sait ce qu'on fait ». Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'on vous volait quelque chose, petit à petit, sans que vous puissiez rien faire pour l'empêcher ? Cette impuissance, elle ronge, elle grignote votre confiance en vous, votre légitimité, votre place dans le monde. J'ai commencé à douter de tout, de mes recettes, de mes méthodes, de ma valeur. Peut-être que j'étais vraiment dépassée. Peut-être que mes traditions n'avaient plus leur place dans ce monde nouveau, rapide, efficace, rentable. Et puis, il y a eu ce matin de mars 2024, ce matin qui a tout fait basculer. J'étais arrivée au restaurant vers 7 heures, comme d'habitude. J'aimais ces moments de solitude dans la cuisine encore endormie, quand les plans de travail brillaient dans la lumière grise de l'aube et que l'odeur de la veille flottait encore dans l'air. Ce matin-là, j'avais prévu de préparer un aioli pour le service du midi, avec les légumes du marché que Julien avait achetés la veille. Mais quelque chose n'allait pas. Je l'ai senti dès que j'ai poussé la porte de la cuisine. Une absence, un vide, comme quand on rentre chez soi et qu'on sait, avant même de regarder, que quelqu'un est passé en notre absence. Mon regard a balayé la pièce. Les casseroles en cuivre étaient à leur place, accrochées au-dessus du fourneau. Les couteaux étaient rangés dans leur bloc, près de l'évier. Le mortier en marbre que ma grand-mère m'avait offert pour mes 20 ans était posé sur l'étagère du haut. Mais le placard, le petit placard en bois peint qui était là depuis l'ouverture du restaurant, celui où je gardais mes trésors, il était ouvert. Je me suis approchée, le cœur battant. À l'intérieur, il y avait les boîtes en fer où je rangeais mes épices secrètes, le mélange de Célestine que je préparais moi-même chaque année à l'automne. Il y avait les carnets où je notais mes ajustements quotidiens, les modifications que j'apportais aux recettes selon la saison et l'humeur. Mais le cahier n'était plus là. J'ai fouillé le placard, puis la cuisine entière. J'ai ouvert chaque tiroir, chaque armoire, chaque recoin. Rien. Le cahier avait disparu. C'est à ce moment-là que Nathalie est entrée. Elle portait une tenue de sport, des leggings noirs et un sweatshirt gris, et elle avait les cheveux tirés en queue de cheval. Elle m'a regardée à 4 pattes devant le placard et elle a eu un petit rire. Elle a dit « Qu'est-ce que tu fais, Madeleine ?» J'ai répondu « le cahier de recettes, il n'est plus là !» Elle a haussé les épaules. Elle a dit « Ah oui, ça, je l'ai jeté hier soir. » Le monde s'est arrêté, le temps s'est figé. J'ai entendu ces mots, mais mon cerveau refusait de les comprendre. Intimate, mais engageant. Vari-PC, slow pour émotionnelle révélation, modère pour narratif, slight urgence durant confrontation. Et finit chaque section question avec génuine curiosité, invitant répondre. Sonde comme celtin celui qui veut connecter, non juste telle est une histoire. J'ai dit « Pardon ». Elle s'est versé un verre d'eau, tranquillement, comme si nous parlions de la météo. Elle a dit « J'ai fait un grand ménage hier. Ce placard était rempli de vieilleries inutiles. Ce cahier moisi, il était illisible de toute façon, et il sentait le renfermer.
Je l'ai mise à la poubelle avec le reste. Je me suis relevée. Mes jambes tremblaient. J'ai dit « Tu as jeté le cahier de recettes de ma famille, le cahier qui date de 1847. Tu l'as jeté à la poubelle !» Elle m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange d'agacement et de pitié, comme on regarde un enfant qui fait un caprice pour un jouet cassé. Elle a dit « Madeleine, il faut arrêter de s'accrocher au passé. Ce cahier tombait en morceaux, les pages étaient tachées, l'écriture était illisible. De toute façon, toutes ces vieilles recettes, on ne les utilise plus. On a modernisé le menu, tu te souviens ?» J'ai voulu répondre, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. J'ai senti mes jambes céder sous moi et je me suis retrouvée assise sur le carrelage froid, celui qu'Henri avait posé de ses propres mains. Nathalie a secoué la tête. Elle a dit « Bon, je te laisse te remettre de tes émotions. J'ai un cours de yoga dans 1 heure. » Et elle est partie. Je suis restée là, assise par terre, pendant je ne sais combien de temps. 10 minutes, 1 heure, peut-être plus. Je pensais au cahier, aux pages que j'avais touchées des milliers de fois, à l'odeur de vieux papier et de vanille qui s'en dégageait. Je pensais à Célestine, à ma grand-mère Rose, à ma mère qui m'avait transmis ce trésor le jour de mon mariage. Je pensais à toutes ces femmes qui avaient écrit dans ces pages, qui y avaient confié leurs secrets, leurs découvertes, leurs échecs et leurs triomphes. Et je pleurais. Mais quelque part, au milieu de ce chagrin, une petite voix s'était levée. Une petite voix qui disait « Elle ne sait pas que tu as tout numérisé. Elle ne sait pas que les recettes sont en sécurité. Elle croit avoir pris quelque chose d'irremplaçable, mais elle n'a détruit qu'un objet. Les recettes, elles, sont toujours là. » Cette pensée m'a donné la force de me relever, de rentrer chez moi, de m'asseoir devant mon ordinateur et d'ouvrir le dossier où j'avais stocké toutes les photos, toutes les transcriptions, tous les documents. Tout était là, intact, sauvegardé. J'ai passé le reste de la journée à pleurer et à réfléchir. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant ? Confronter Nathalie, exiger des excuses, ou quelque chose de plus radical, de plus définitif. Le soir, Julien est venu me voir. Il avait l'air gêné, embarrassé, comme un petit garçon pris en faute. Il s'est assis en face de moi dans mon salon, sur le fauteuil qu'Henri occupait autrefois, et il a dit « Maman, Nathalie m'a raconté. » Pour le cahier. J'attendais. Je voulais savoir ce qu'il allait dire. Il a continué « Je suis désolée. Elle n'aurait pas dû faire ça sans te demander. Mais tu sais, elle voulait bien faire. Elle pensait que c'était juste un vieux cahier abîmé. Elle ne savait pas que c'était important pour toi. » J'ai senti la colère monter en moi. J'ai dit « Elle ne savait pas. Julien, je lui ai parlé de ce cahier des dizaines de fois. Je lui ai expliqué son histoire, sa valeur. Elle savait très bien ce qu'elle jetait. » Il a baissé les yeux. Il a dit « Maman, je ne peux pas me disputer avec ma femme pour un vieux cahier. C'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Il faut passer à autre chose. » Passer à autre chose. Ces mots m'ont glacée. Mon propre fils me demandait de passer à autre chose, comme si 170 ans d'histoire familiale pouvaient être effacés d'un revers de main, comme si les sacrifices de mes ancêtres ne comptaient pas, comme si je ne comptais pas. J'ai dit très calmement « Tu as raison, Julien, il faut passer à autre chose. » Il a eu l'air soulagé. Il m'a embrassé sur le front, comme il le faisait quand il était enfant, et il est parti. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à regarder le plafond de ma chambre, à écouter le silence de la nuit provençale, à réfléchir à ce que j'allais faire. Et au petit matin, j'avais pris ma décision. 2 semaines plus tard, j'ai rencontré Maître Delacroix dans son bureau d'Avignon. La pièce sentait le vieux cuir et l'encre de Chine, une odeur rassurante qui me rappelait le bureau de mon père. Le notaire m'a écouté raconter ce qui s'était passé, et quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement.
Il a dit « Madame Roussel, je comprends votre colère et je dois vous informer que vous avez plusieurs options légales. Les recettes que nous avons enregistrées vous appartiennent. Personne ne peut les utiliser sans votre autorisation. Personne, y compris votre fils et sa femme. » J'ai réfléchi un moment. Puis j'ai dit « Je ne veux pas leur faire de procès, maître. Ce sont des histoires de famille, pas des histoires de tribunal. Mais je veux protéger les recettes. Je veux qu'elles continuent à exister, à être préparées, à être appréciées. Pas dans une version modernisée et dénaturée, dans leur version authentique. » Il m'a regardé avec un sourire. Il a dit « Qu'avez-vous en tête ?» Je lui ai exposé mon plan. Un plan qui m'était venu pendant ces nuits d'insomnie, qui s'était construit pièce par pièce, comme une recette qu'on améliore au fil des essais. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Est-ce que vous auriez confronté Nathalie directement? Est-ce que vous auriez essayé de réconcilier la famille? Ou est-ce que vous auriez choisi une autre voie, comme moi? Dites-moi dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Les mois qui ont suivi ont été les plus étranges de ma vie. En apparence, rien n'avait changé. Je continuais à venir au restaurant parfois, à aider en cuisine quand on me le demandait, à jouer mon rôle de belle-mère effacée et docile. Mais en coulisses, je préparais autre chose. D'abord, j'ai cessé de transmettre mes secrets. Ces petits tours de main que je montrais à Julien depuis son enfance, ces ajustements subtils qui faisaient toute la différence entre une bonne recette et une recette exceptionnelle. Je ne les partageais plus. Quand Julien me demandait comment je faisais ceci ou cela, je répondais vaguement, je lui disais de se fier à son instinct. Il ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais petit à petit, la qualité des plats a commencé à baisser. Ensuite, j'ai pris contact avec une vieille connaissance, Marie-Claire Durand, propriétaire du restaurant L'Olivier, à Égalières, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Rémy. Marie-Claire et moi nous connaissions depuis l'école primaire. Nous avions été rivales pendant des années, nos deux établissements se disputant la même clientèle de gourmets et de touristes fortunés. Mais nous avions aussi un respect mutuel, celui des artisans qui reconnaissent le talent chez leur père. Je l'ai invitée à prendre le thé chez moi, un après-midi d'avril. Elle est arrivée avec un bouquet de pivoine rose et une boîte de calissons d'Aix. Nous avons parlé de tout et de rien pendant 1 heure, du temps qui passe, des enfants qui grandissent, des restaurants qui ferment. Et puis, je lui ai dit « Marie-Claire, j'ai une proposition à te faire. » Elle m'a écoutée attentivement. Je lui ai parlé du cahier, de ce que Nathalie avait fait, de ma décision de protéger les recettes. Et je lui ai proposé un accord, un partenariat. Je lui donnerais accès à certaines recettes de ma famille, celles qui n'étaient pas utilisées à la treille dorée, en échange d'un pourcentage sur les ventes des plats concernés. Elle pourrait les servir chez elle, sous leur nom authentique, avec ma bénédiction. Marie-Claire a réfléchi longuement. Puis elle a dit « Et ton fils, qu'est-ce qu'il en pense ?» J'ai répondu « Mon fils a fait son choix. Il a choisi sa femme. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. » Elle a hoché la tête. Elle a dit « D'accord, Madeleine, marché conclu. » Nous avons scellé notre accord d'une poignée de main, comme le faisaient nos grands-parents. Pas besoin de contrat compliqué entre nous. Nous savions toutes les deux ce que valait notre parole. Au cours des mois suivants, j'ai formé Marie-Claire et son chef cuisinier à 3 recettes de ma famille. Les pieds paquets de mémé rose, une spécialité que nous ne servions plus à la treille dorée depuis des années parce que Nathalie trouvait ça trop rustique. La soupe au pistou de ma grand-mère avec les haricots blancs séchés au soleil et le basilic du jardin, et les navettes parfumées à la fleur d'oranger, selon la recette que mon arrière-grand-mère avait rapportée de Marseille. C'était étrange de partager ces secrets avec quelqu'un d'extérieur à ma famille. Pendant des générations, ces recettes n'avaient été transmises que de mère en fille ou de belle-mère en belle-fille quand il n'y avait pas de fille. C'était un rituel sacré, une initiation. Et là, je les donnais à une ancienne rivale pour des raisons qui n'avaient rien de sacré. Mais vous savez quoi? Ça m'a fait du bien, plus que je ne l'aurais imaginé. Parce que je ne les perdais pas, ces recettes.
Je les transmettais, je leur donnais une nouvelle vie dans une nouvelle cuisine entre de nouvelles mains. Elles continueraient à exister, à évoluer, à nourrir des gens. N'est-ce pas l'essentiel? Pendant ce temps, les choses évoluaient à la Traïdoré. Pas dans le bon sens. Nathalie avait carte blanche maintenant que je m'étais effacée. Elle avait refait le menu de fond en comble, remplaçant nos plats traditionnels par des créations qu'elle qualifiait de fusion méditerranéenne. La daube de Célestine était devenue un bœuf brasé au jus de yuzu. L'aioli avait été transformé en une émulsion à l'ail noir et au citron confit. Le tian provençal, ce plat si simple et si parfait, avait disparu au profit d'une verrine de légumes déconstruits. Les habitués, ceux qui venaient chez nous depuis décennies, ont commencé à espacer leurs visites, puis à ne plus venir du tout. J'ai croisé Madame Bertrand, une cliente de la première heure, au marché de Saint-Rémy. Elle m'a pris les mains et elle m'a dit « Madeleine, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ce n'est plus le même restaurant. La semaine dernière, j'ai commandé la daube et ça avait un goût de je ne sais pas quoi, un goût de chimique. J'ai failli pleurer. J'ai répondu « Je sais, Madame Bertrand, je sais ». Elle m'a regardée avec compassion. Elle a dit « Ce n'est pas de ta faute, ma petite, je comprends. Les jeunes croient toujours qu'ils peuvent faire mieux que leurs aînés. Ils apprennent à leurs dépens que ce n'est pas toujours le cas. » Et moi, qu'est-ce que j'apprenais? J'apprenais à faire le deuil du restaurant que j'avais construit, de la vie que j'avais menée, du fils que j'avais élevé. Parce que Julien, mon Julien, celui qui avait grandi dans ma cuisine, qui avait appris à cuisiner à mes côtés, il avait disparu. À sa place, il y avait un homme que je ne reconnaissais plus. Un homme qui défendait sa femme contre sa mère, qui acceptait de voir notre patrimoine détruit, qui ne protestait pas quand on remplaçait les recettes de ses ancêtres par des créations insipides trouvées sur Internet. Je vous mentirais si je disais que je n'ai pas eu de moments de faiblesse, des nuits où je pleurais en pensant à Henri, en me demandant ce qu'il aurait fait à ma place, des matins où je me réveillais avec l'envie d'aller voir Julien, de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, de le supplier de revenir vers moi. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée sur ma ligne, pour le meilleur ou pour le pire. Un an après l'incident du cahier, en mars 2025, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais chez moi, en train de préparer un déjeuner solitaire, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas, un numéro parisien. J'ai décroché, un peu méfiante. Une voix de femme, jeune et enthousiaste, m'a dit « Madame Roussel, bonjour, je m'appelle Sophie Marchand, je suis éditrice chez Éditions Gastronomiques. Je vous appelle parce que nous avons eu connaissance de votre collection de recettes familiales et nous serions très intéressés à en discuter avec vous. » J'ai failli lâcher le téléphone. J'ai dit « Comment avez-vous eu connaissance de mes recettes ?» Elle a ri. Elle a dit « Votre notaire, maître Delacroix, nous a contactés. Il nous a parlé de votre patrimoine culinaire, de son histoire exceptionnelle. Il nous a envoyé quelques échantillons de recettes et je dois vous dire, Madame Roussel, que nous sommes absolument fascinés. Nous pensons qu'il y a matière à un très beau livre de cuisine, un livre qui raconterait l'histoire de votre famille à travers ses recettes. » Je me suis assise, les jambes tremblantes. J'ai dit « Un livre ?» Elle a dit « Oui, un livre, avec les recettes originales, les photos des pages du cahier, votre histoire personnelle. Nous pensons que ça pourrait être un grand succès. Les gens sont de plus en plus attachés à l'authenticité, aux traditions, aux histoires de transmission familiale. Votre récit a tout pour plaire. » Je n'arrivais pas à y croire. Pendant des mois, j'avais protégé ces recettes dans l'ombre comme un secret honteux. Et voilà qu'on me proposait de les partager avec le monde entier dans un livre qui porterait mon nom. J'ai dit « Je dois réfléchir ». Elle a dit « Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut, mais sachez que nous sommes vraiment enthousiastes. Nous pensons que ce projet pourrait être extraordinaire. » J'ai raccroché et je suis restée longtemps assise dans ma cuisine, à regarder par la fenêtre les oliviers qui commençaient à bourgeonner.
Un livre, les recettes de Célestine, de Rose, de ma mère, de moi, réunies dans un livre que des milliers de gens pourraient acheter, lire, utiliser. Un livre qui perpétuerait notre héritage bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Mais en même temps, quelque chose me retenait. Ce livre, s'il était publié, révélerait au monde entier que j'avais gardé les recettes pour moi. Julien et Nathalie comprendraient que je les avais sciemment privés de ce patrimoine. Les conséquences seraient imprévisibles. Est-ce que j'étais prête à assumer ces conséquences? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez accepté l'offre de l'éditrice? Est-ce que vous auriez continué à garder le secret? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. J'ai mis plusieurs semaines à prendre ma décision. Pendant ce temps, je suis allée voir Marie-Claire à l'Olivier. Je voulais lui parler du projet, avoir son avis. Elle m'a écoutée attentivement, comme toujours. Puis elle a dit « Madeleine, est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Un livre de cuisine chez un grand éditeur avec ton histoire familiale, tes recettes. C'est une consécration. C'est la reconnaissance de tout ce que ta famille a accompli. » J'ai dit « Mais Julien !» Elle m'a interrompue. Elle a dit « Julien a fait son choix. Il a choisi de laisser sa femme détruire votre héritage. Tu n'as pas à sacrifier ton travail, ton histoire, pour protéger quelqu'un qui ne te protège pas. » Ces mots m'ont frappée. Elle avait raison. Julien ne m'avait pas protégée quand Nathalie avait jeté le cahier. Il ne m'avait pas défendue quand elle avait transformé nos recettes. Pourquoi devrais-je le protéger maintenant? J'ai rappelé Sophie Marchand le lendemain. J'ai dit « J'accepte votre proposition ». Les mois suivants ont été intenses. Sophie est venue plusieurs fois à Saint-Rémy avec un photographe et une journaliste spécialisée en gastronomie. Nous avons passé des journées entières à travailler sur le livre, à sélectionner les recettes, à rédiger les textes, à prendre des photos. J'ai cuisiné chaque plat moi-même dans ma petite cuisine avec les ustensiles que j'utilisais depuis 50 ans. Le photographe a capturé chaque geste, chaque ingrédient, chaque étape. C'était épuisant, mais c'était aussi exaltant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais utile, importante, reconnue. Je n'étais plus la vieille belle-mère qu'on tolérait par politesse. J'étais Madeleine Roussel, gardienne d'un patrimoine culinaire exceptionnel, auteure d'un livre de cuisine. Le livre est sorti en novembre 2025. Il s'appelait « Les recettes de Célestine, histoire d'une famille provençale et de sa cuisine ». La couverture montrait une photo de mes mains en train de pétrir une pâte, avec en arrière-plan les collines des Alpilles baignées de lumière dorée. Le succès a été immédiat. Les critiques étaient élogieuses. Le livre est entré dans les meilleures ventes dès la première semaine. Les journalistes m'ont contacté pour des interviews, les chaînes de télévision m'ont invité sur leur plateau, les festivals gastronomiques m'ont sollicité pour des démonstrations. Et puis, inévitablement, Julien et Nathalie ont appris l'existence du livre. Je me souviens précisément du moment où c'est arrivé. C'était un dimanche de décembre, 3 semaines après la sortie du livre. J'étais chez moi, en train de préparer un souper simple, quand quelqu'un a frappé à la porte avec une violence qui m'a fait sursauter. J'ai ouvert et Nathalie se tenait sur le seuil. Son visage était déformé par la colère, ses yeux brillaient d'une fureur que je ne lui avais jamais vue. Elle tenait un exemplaire de mon livre à la main comme une arme. Elle a dit « Tu peux m'expliquer ça ?» Je l'ai fait entrer. Je n'avais pas l'intention de me disputer avec elle sur le pas de ma porte, à la vue de tous les voisins. Elle a posé le livre sur ma table de cuisine violemment, comme si elle voulait le détruire. Elle a dit « Tu as numérisé le cahier, tu as gardé toutes les recettes, et tu ne nous as rien dit. Tu nous as laissé croire que tout était perdu alors que tu avais tout ce temps. » J'ai répondu très calmement
J'ai numérisé le cahier en 2021, bien avant que tu le jettes. C'était qu'une précaution. Je n'imaginais pas avoir besoin de l'utiliser. Elle a ri, un rire amer et méprisant. Elle a dit « Une précaution. Tu parles. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu nous as trahis, Madeleine. » J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai contenue. J'ai dit « Je vous ai trahi. C'est toi qui as jeté le cahier de ma famille, Nathalie. C'est toi qui as détruit un patrimoine de 170 ans. C'est toi qui as transformé nos recettes en créations insipides. Et c'est moi qui t'ai trahi. » Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompue. J'ai dit « Ces recettes m'appartiennent, légalement, moralement, spirituellement. Elles ont été créées par mes ancêtres, transmises de génération en génération, perfectionnées pendant plus d'un siècle. Tu n'avais aucun droit dessus, aucun. » Elle m'a regardée avec un mépris qui m'a glacée. Elle a dit « On verra ça devant un tribunal. » Et elle est partie. Le procès. Ah, le procès. Je m'y attendais, bien sûr. Maître Delacroix m'avait prévenu que c'était une possibilité, et nous nous étions préparés. Mais ça faisait quand même mal de voir mon propre fils me citer en justice pour appropriation frauduleuse d'un patrimoine familial. Oui, vous avez bien entendu. Julien s'était rangé du côté de Nathalie. Il avait signé la plainte avec elle. Mon fils, celui que j'avais porté pendant 9 mois, que j'avais allaité, élevé, aimé de toutes mes forces, m'attaquait en justice. Je ne vais pas vous faire le récit détaillé du procès. C'était long, douloureux, humiliant. Les avocats de Nathalie ont essayé de me faire passer pour une vieille femme aigrie et cupide qui avait volé le patrimoine de son fils pour se venger. Mes avocats ont démontré, preuves à l'appui, que j'avais numérisé le cahier bien avant sa destruction, que j'avais fait enregistrer les droits d'auteur dans les règles, que les recettes m'appartenaient de plein droit. Le jugement est tombé en juin 2026, en ma faveur, évidemment. Le tribunal a reconnu que les recettes étaient ma propriété intellectuelle, que j'avais le droit de les publier et de les exploiter comme bon me semblait, et que la destruction du cahier par Nathalie constituait un acte de vandalisme caractérisé. Elle a même été condamnée à des dommages et intérêts symboliques, 1 000 € pour la valeur sentimentale de l'objet détruit. J'aurais dû être soulagée, j'aurais dû être heureuse, mais je ne l'étais pas. Parce que ce procès m'avait coûté quelque chose de bien plus précieux qu'un cahier ou des recettes. Il m'avait coûté mon fils. Depuis le jugement, Julien ne m'adresse plus la parole. Il a changé de numéro de téléphone. Il a déménagé à l'autre bout du village, dans une maison que je ne connais pas. Quand je le croise dans la rue, il détourne le regard et passe sans me voir. Mes petits-enfants. Parce que oui, j'ai des petits-enfants. 2 jumeaux de 4 ans, Léa et Lucas. Je ne les vois plus. Nathalie leur a interdit de me voir. Elle leur dit que je suis une méchante grand-mère, une femme égoïste qui a fait du mal à leur papa. Ça, c'est la partie de l'histoire qui me fait le plus mal. Pas le procès, pas les accusations, pas la rupture avec Julien. Les enfants. Ces 2 petits êtres innocents qui grandissent sans connaître leur grand-mère, sans goûter à la cuisine de leurs ancêtres, sans entendre les histoires de Célestine et de Mémé Rose. Parfois, la nuit, je me demande si j'ai fait le bon choix, si je n'aurais pas dû avaler ma fierté, accepter ce que Nathalie avait fait, continuer à jouer mon rôle de belle-mère docile. Au moins, j'aurais encore mon fils, au moins, je verrais mes petits-enfants. Mais d'un autre côté, est-ce que j'aurais pu vivre avec moi-même, en sachant que j'avais laissé détruire l'héritage de ma famille sans rien faire, en regardant nos recettes être dénaturées, nos traditions piétinées, notre histoire effacée? Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu quelque chose de similaire, un conflit familial qui vous a déchiré, un choix impossible entre 2 loyautés. Comment avez-vous géré? Comment avez-vous survécu? 2 ans ont passé depuis le procès. Nous sommes en janvier 2028. J'ai 69 ans maintenant et je vis toujours dans ma petite maison de Saint-Rémy de Provence.
Le livre a été un succès phénoménal. 3 réimpressions, une traduction en anglais et en italien, un prix au Salon du Livre de Paris. Les droits d'auteur m'ont rapporté plus d'argent que j'en avais jamais eu de toute ma vie. J'ai pu refaire ma toiture, acheter une nouvelle voiture, mettre de côté pour mes vieux jours. Et puis, il y a eu l'Olivier, le restaurant de Marie-Claire. Grâce aux recettes que je lui avais transmises, Marie-Claire a vu sa clientèle exploser. Les pieds paquets de Mémé Rose sont devenus un plat signature que les gens viennent déguster depuis Marseille, Lyon, même Paris. La soupe au pistou attire les gourmets du monde entier. Les navettes à la fleur d'oranger se vendent comme des petits pains. Marie-Claire m'a proposé de devenir consultante officielle du restaurant. Je viens 2 fois par semaine. Je forme les jeunes cuisiniers. Je supervise la préparation des plats. Je m'assure que les recettes sont respectées à la lettre. Elle me paie bien, très bien même. Mais ce n'est pas pour l'argent que je le fais. C'est pour le plaisir de transmettre, de voir ces jeunes gens apprendre les gestes de mes ancêtres, reproduire les saveurs que Célestine avait créées il y a presque 2 siècles. Et la treille dorée, me demanderez-vous, que lui est-il arrivé ? Eh bien, c'est là que l'histoire devient vraiment triste. Sans les recettes authentiques, sans le savoir-faire accumulé pendant des générations, le restaurant a périclité. Les clients fidèles ont cessé de venir. Les nouveaux clients, attirés par le marketing digital de Nathalie, ont été déçus par la qualité des plats et ne sont pas revenus. Les notes sur les sites de réservation ont dégringolé. Les critiques gastronomiques, autrefois élogieuses, sont devenues mitigées, puis franchement négatives. En septembre dernier, la Treille Dorée a fermé ses portes. J'ai appris la nouvelle par le journal local, un entrefilet, quelques lignes à peine. Le restaurant La Treille Dorée, institution gastronomique de Saint-Rémy de Provence depuis plus d'1 siècle, ferme définitivement ses portes. Les propriétaires, Julien Roussel et son épouse Nathalie, invoquent des difficultés économiques. J'aurais dû éprouver de la satisfaction, de la revanche, du soulagement peut-être, mais je n'ai ressenti que de la tristesse, une tristesse immense, profonde, qui m'a submergée comme une vague. Ce restaurant, c'était ma vie. C'était la vie de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. 170 ans d'histoire, anéantis en quelques années par l'orgueil et l'incompétence. Et Julien, mon fils, qu'allait-il devenir maintenant ? J'ai essayé de le contacter, j'ai envoyé des lettres, des messages. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas, que je l'aimais toujours, que nous pouvions trouver un moyen de nous réconcilier. Il n'a jamais répondu. Puis, il y a 2 mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un dimanche matin, très tôt. Le soleil se levait à peine sur les Alpilles et je prenais mon café dans ma cuisine comme chaque jour. J'ai entendu frapper à ma porte, doucement cette fois, presque timidement. J'ai ouvert et j'ai vu Julien. Il avait vieilli. Ses cheveux grisonnaient aux tempes, des rides s'étaient creusées autour de ses yeux. Il portait un jean usé et un pull que je lui avais tricoté des années auparavant, celui avec les motifs provençaux que j'avais copié d'un vieux livre. Il m'a regardé et il a dit « Bonjour, maman ». Je n'ai pas pu répondre. Les larmes me sont montées aux yeux et je me suis jetée dans ses bras. Nous avons pleuré tous les 2 longtemps sur le seuil de ma porte. Puis je l'ai fait entrer, je lui ai préparé un café et nous nous sommes assis face à face dans ma petite cuisine. Il m'a dit « Maman, je suis désolée. Pour tout. Pour le cahier, pour le procès, pour le silence. J'ai été lâche. J'ai laissé Nathalie te faire du mal parce que j'avais peur de la contrarier. J'ai eu tort. J'ai pris sa main. J'ai dit « Tu es mon fils. Rien ne changera jamais ça. » Il m'a raconté ce qui s'était passé. La fermeture du restaurant l'avait anéanti. Il s'était rendu compte trop tard de ce qu'il avait perdu, de ce qu'il m'avait fait perdre. Nathalie et lui s'étaient séparés quelques semaines auparavant. Elle était repartie à Lyon avec les enfants. J'ai demandé « Et Léa et Lucas ?» Il a baissé les yeux. Il a dit « Nathalie à la garde principale. Je les vois un week-end sur 2, mais je vais me battre pour avoir plus de temps avec eux. Et je veux qu'ils te connaissent, maman. Je veux qu'ils sachent d'où ils viennent. »
Ces mots m'ont fait plus de bien que tous les succès du monde, plus que le livre, plus que l'argent, plus que la reconnaissance. Mon fils était revenu. Mes petits-enfants allaient peut-être un jour apprendre à cuisiner les recettes de leurs ancêtres. Depuis ce matin de novembre, Julien vient me voir chaque semaine. Nous cuisinons ensemble, comme autrefois. Je lui réapprends les gestes qu'il avait oubliés, les secrets qu'il n'avait jamais vraiment compris. Il écoute attentivement, il pose des questions, il prend des notes. La semaine dernière, il m'a dit quelque chose qui m'a fait pleurer de joie. Il m'a dit « Maman, je veux rouvrir le restaurant. Pas comme avant, pas tout de suite, mais un jour. Avec les vraies recettes, les tiennes, celles de Célestine. » J'ai regardé mon fils, cet homme de 45 ans qui avait fait tant d'erreurs mais qui essayait de les réparer. Et j'ai pensé à Célestine, mon arrière-arrière-grand-mère, qui avait ouvert sa petite auberge sur la route d'Avignon il y a presque 2 siècles. Elle non plus n'avait pas su, au début, si son entreprise réussirait. Elle avait juste essayé, de toutes ses forces, de faire quelque chose de beau avec ce qu'elle avait. J'ai dit « Oui, Julien, oui, on va le faire ensemble. » Et vous savez quoi? Je crois que nous allons y arriver. Pas demain, pas l'année prochaine peut-être, mais un jour. Parce que les recettes sont toujours là, les gestes sont toujours là, l'histoire est toujours là. Et moi, je suis encore là pour la transmettre. D'où m'écoutez-vous en ce moment? De Paris, de Lyon, de Marseille ou d'ailleurs? Écrivez votre ville dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Je voudrais terminer cette histoire par quelques mots sur ce que j'ai appris. Parce que si je vous ai raconté tout ça, ce n'est pas pour vous apitoyer sur mon sort, ni pour accabler Nathalie ou quiconque. C'est parce que je crois que mon histoire porte un message. Un message qui, peut-être, vous sera utile. Premièrement, protégez ce qui est précieux. Ne tenez jamais rien pour acquis. Les choses les plus importantes de notre vie, les objets, les recettes, les souvenirs, les relations, peuvent disparaître du jour au lendemain. Faites des copies, gardez des traces, dites aux gens que vous les aimez avant qu'il ne soit trop tard. Deuxièmement, la vengeance n'est jamais vraiment satisfaisante. Quand la Traille dorée a fermé, je n'ai ressenti aucune joie, seulement de la tristesse et des regrets. Si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais essayé de trouver une autre solution, un compromis, quelque chose qui nous aurait permis de rester une famille. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le temps arrange certaines choses. Pas toutes, non, mais certaines. Il m'a fallu 4 ans pour retrouver mon fils. 4 années de silence, de douleur, de solitude. Mais il est revenu. Et maintenant, nous reconstruisons quelque chose ensemble. Est-ce que je regrette d'avoir publié le livre? Non. Je crois que c'était nécessaire. Nécessaire pour préserver les recettes, pour honorer mes ancêtres, pour affirmer ma propre valeur. Mais je regrette que ce soit arrivé de cette façon. Je regrette la rupture avec Julien, les années perdues avec mes petits-enfants, la destruction d'un restaurant qui avait survécu à 2 guerres mondiales et à tant d'épreuves. La vie n'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de fin parfaite, pas de méchants punis et de gentils récompensés. Il y a juste des gens imparfaits, qui font de leur mieux, qui se trompent parfois, qui essaient de réparer leurs erreurs. Je suis une de ces gens imparfaits. Nathalie en est une aussi, même si j'ai du mal à l'admettre. Et Julien, mon fils bien-aimé, en est une également. La dernière fois que j'ai vu mes petits-enfants, c'était il y a 3 semaines. Julien les avait emmenés passer le week-end chez moi. Léa et Lucas ont maintenant 6 ans. Ils sont magnifiques, pleins d'énergie, curieux de tout. Je leur ai fait goûter la daube de Célestine, la vraie, celle qui mijote pendant 6 heures avec le vin rouge de la vallée du Rhône et le mélange de 7 épices que personne d'autre ne connaît. Léa a pris une bouchée et elle a fermé les yeux. Elle a dit « C'est trop bon, mamie, c'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé !»
Et Lucas, qui ne parle pas beaucoup, mais qui observe tout, a hoché la tête gravement et a dit « Mamie, tu peux m'apprendre ». J'ai senti les larmes me monter aux yeux. J'ai regardé mes petits-enfants, puis mon fils qui souriait, puis par la fenêtre, les collines des Alpilles baignées de lumière dorée. Et j'ai compris que tout n'était pas perdu, que l'histoire continuait, que Célestine, Mémé Rose, ma mère et toutes ces femmes qui avaient cuisiné avant moi continuaient à vivre à travers ces enfants qui découvraient leurs recettes. J'ai dit « Oui, mon chéri, je vais t'apprendre, je vais vous apprendre à tous les deux. » Et nous nous sommes mis au travail. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Ou plutôt, c'est la fin du chapitre que je peux vous raconter aujourd'hui. La suite reste à écrire. Elle sera écrite par Julien, par Léa, par Lucas, par tous ceux qui porteront les recettes de notre famille après moi. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Une mère, une grand-mère, une tante, une amie. Quelqu'un qui cuisine, qui transmet, qui garde les traditions vivantes. Et si vous avez une recette de famille, un plat qui vous relie à vos ancêtres, préparez-le ce week-end. Invitez vos enfants, vos petits-enfants, vos proches. Racontez-leur l'histoire de ce plat. D'où il vient, qui l'a inventé, comment il s'est transmis jusqu'à vous. Parce que c'est ça la vraie richesse. Pas l'argent, pas les droits d'auteur, pas les livres de cuisine qui se vendent. La vraie richesse, c'est ce qui se transmet. C'est ce qui reste quand on n'est plus là. Je m'appelle Madeleine Roussel, j'ai 69 ans et je suis la gardienne des recettes de ma famille. Et tant que je vivrai, ces recettes ne mourront pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais d'où vous venez. À bientôt mes amis.